Dans l'épisode précédent, Fabien Marceau nous raconte son enfance et son adolescence en Seine-Saint-Denis. Une période idéale où entente familiale, basket et bande d'amis se mêlent avec douceur. Dans cet épisode, Fabien Marceau se confie sur ce moment où sa vie a pris un tournant dramatique en quelques secondes. Il nous raconte aussi les années qui vont suivre. J'étais en Vendée, j'étais animateur d'une colo et heureusement là il n'y avait pas les enfants. On s'est retrouvé chez quelqu'un dans une piscine en plein air. On a chahuté, je faisais des grands plongeons et à un moment j'ai plongé, il faisait tout noir, on voyait pas grand chose, c'était pas assez profond. Du coup ma tête a tapé le fond de la piscine. Je me suis cassé une vertèbre cervicale qui en se cassant est allée se loger dans la moelle épinière et tu te retrouves avec la moelle épinière endommagée et c'est là où tu te retrouves paralysé. Tu comprends pas ce qui t'arrive, quoi. Là, tu te dis pas au moment où ça arrive, tu dis ah ça y est, je suis tétraplégique. Déjà le mot tu le connais pas, et puis là tu sais pas ce qui t'arrive. Tu prends d'abord un gros coup sur la tête, donc t'es sonné. Donc après le fait de pas bouger les jambes, tout ça, tu t'en aperçois pas trop. J'ai quand même compris que ça allait pas fort. Hein. On m'a sorti de la piscine, je me suis réveillé sur le côté de la piscine. J'étais animateur, donc j'avais même mon petit brevet de secourisme, tout ça. Donc j'avais dit ouais, mettez-moi en position latérale de sécurité. Et là ils m'ont dit t'y es déjà. Et c'est là où je me suis dit, c'est pas bon signe, je sens pas trop où sont mes jambes, donc j'avais pas l'impression d'être dans cette position-là. Mais voilà, tout ça c'est un peu vaporeux, t'es entre la douleur, les ressentis. Voilà, j'ai juste senti qu'après, je commençais à m'endormir, voire m'évanouir, puis j'entends un hélicoptère, on m'a évacué d'urgence, tout ça. Quand je me réveille, par contre, après là j'étais en réanimation et là on m'a expliqué que j'étais paralysé. T'es en réanimation, donc t'es surtout emmerdé par des problèmes de respiration. C'est-à-dire que moi, je suis ce qu'on appelle intubé, donc je respire par des tuyaux dans la bouche, tout ça. Donc le premier truc, c'est ça. Tu dis ouais, j'arrive même pas à respirer normalement. Donc pour l'instant, tu penses pas forcément au fait de pas bouger le reste du corps. Tu te demandes juste à quel moment tu vas pouvoir respirer. C'est forcément quelque chose de dur à encaisser. C'est un tel bouleversement du jour au lendemain, je me retrouve très très lourdement handicapé. Donc déjà, j'essaye juste de comprendre ce qui se passe et de voir ce qui va se passer dans la semaine à venir, dans le mois à venir ou dans l'année à venir, quoi. Donc voilà, ils en ont parlé à ma famille en disant que le diagnostic était très pessimiste, qu'il y avait très peu de chances que j'arrive à tenir dans un fauteuil, que je marche. Mais bon, ils me l'ont pas dit. 3 semaines après, à la fin de la réanimation, j'ai commencé à rebouger un orteil. Donc moi, dans ma naïveté, je me suis dit, si y a un truc qui passe à l'autre bout du corps, c'est que tout va revenir. C'est pas aussi simple que ça en vérité, mais du coup, comme j'ai pensé ça, j'ai toujours gardé pas mal d'espoir, quoi. On appelle ça tétraplégique incomplet. C'est-à-dire que justement, à partir du moment où je rebouge cet orteil, en vrai, tous les espoirs sont permis. Donc ils m'ont pas dit que les espoirs, il y en avait très peu. Cet orteil, il arrive au bout de 3 semaines quand même, donc c'est pas tout de suite. Mais à partir de là, je suis officiellement incomplet. C'est-à-dire que c'est une tétraplégie qui peut évoluer et voilà, qui est pas forcément définitive. Je quitte la réanimation pour aller dans un centre de rééducation où je passe une année de combat, de galère et en même temps de renaissance sociale. Tu vois, tu réapprends à vivre avec des mecs et des filles qui sont dans la même galère que toi. Là, j'en ai fait un livre puis un film qui s'appelle Patient, où on voit bien, j'espère, dans ce livre et dans ce film-là, que c'est un moment plein de vie, plein d'humour, où il se trouve qu'en plus, c'était un centre où il y avait pas mal de gars et de filles de 20 piges, de mon âge. Donc du coup, là, on a appris à se relever, pas encore physiquement, mais en tout cas mentalement, à renaître ensemble. Et il y a presque des bons moments, quoi, dans cette galère-là. Bien sûr que je voulais pas faire un truc larmoyant et faire un truc drôle, mais c'est pas moi qui l'ai inventé, cet humour. L'humour, là-bas, il existe. Et il est vital, en vrai. On est tous dans la merde, on est tous à se dire que peut-être on remarchera jamais, alors qu'on a 20 ans, qu'on était quand même à l'aube d'une vie, qui aurait pu être sympa. Donc si là-dessus, t'as pas un minimum d'autodérision, de vanne entre nous, avec un humour lié au handicap qui est sans pitié, qui est un peu trash et qui finalement te permet de sortir la tête de l'eau, heureusement qu'il y a ça, quoi. Sur l'espace d'1 an, il y a plein de moments différents, il y a plein d'émotions qui te traversent. Moi, c'est certainement parce que j'ai une capacité à garder que les bons souvenirs, mais j'ai plus de bons souvenirs que de mauvais. C'est-à-dire que je me rappelle des moments de déconne et des conneries qu'on a faites parce qu'on avait quand même 20 piges et qu'on avait envie de faire les cons comme n'importe quel gamin de 20 ans et qu'on se sauvait dans le parc et qu'on risquait d'être en panne de batterie de fauteuil roulant dans les bois. Bon voilà, toutes ces conneries-là. Donc je me souviens de beaucoup de joie, de beaucoup de rire. De beaucoup d'espoir. Moi, pendant très longtemps, j'ai pensé vraiment que j'allais repartir d'ici sans séquelles et que tout allait bien. Et bien sûr, il y a des moments beaucoup plus durs, des moments
d'impatience, des moments où tu dis putain mais là ça progresse plus ou ça progresse pas assez vite. Donc ouais, des petits moments, des coups de blues, ouais, il y en a eu bien sûr, il y en a eu plein, mais c'est pas la majorité. Le plus dur, c'est certainement l'incertitude. Et encore, moi, j'avais la chance d'avoir cette incertitude. Il y en a très vite, ils ont eu une certitude, c'est qu'ils ne rebougeraient plus jamais. Moi, comme on le voit dans le film, là où j'étais, il y avait que des cas très graves dont je faisais partie à la base. Et je suis le seul à commencer à rebouger, à avoir une chance de me remettre debout et puis à commencer à marcher entre deux barres parallèles, puis avec des béquilles. Donc moi, je m'accroche à ça, mais le plus dur, c'est de ne pas savoir jusqu'où ça va aller. Pour le coup, pour moi, c'est de me dire que je ne vais plus faire de basket. Pour l'instant, c'est le plus dur. Je n'ai pas retrouvé une autre passion. On est à quelques mois après l'accident et pour l'instant, je me dis, je vais faire quoi? Moi, je veux juste jouer au ballon, moi. Ça, c'est le plus dur mentalement. Après, au quotidien, tout de suite, oui, le plus dur, c'est la dépendance totale aux autres, le niveau zéro de l'autonomie et pour les gestes les plus élémentaires. Et bon, c'est vrai que ça, il faut accepter de plus pouvoir manger tout seul. On te donne à manger comme un bébé parce que toi, t'as pas de mains qui peuvent tenir une fourchette. Donc voilà, de se laver tout seul, d'aller faire ses besoins tout seul, tout ça, ça n'existe pas. On dépend des autres pour tous ces gestes-là. Et oui, au début, faut l'accepter ça. Bonjour Benjamin, ça va? Il a bien dormi? J'ouvre un premier volet et le soleil est là, car je l'ai demandé. Après, les soignants, ils sont pas parfaits et en même temps, tu dépends tellement d'eux que t'es obligé de les aimer. T'as pas le choix. C'est pas juste des partenaires du quotidien, c'est plus que ça. Et c'est tes mains, c'est eux qui te permettent de vivre à peu près normalement. Et du coup, voilà, t'es obligé d'accepter leurs défauts. Et il y avait des bons oufs, quand même, chez les aides-soignants. Et du coup, voilà, on s'est amusé à les dépeindre un peu dans le film Patient. On voit que au matin, des fois, il faut savoir les supporter, quoi. Moi, c'est Jean-Marie et je suis un des aides-soignants qui s'occupera de toi le matin. Il est d'accord? Oui. Se réveiller, prendre un petit déjeuner, prendre une douche et s'habiller, c'est une épreuve. Ça dure déjà 1 heure et demie. C'est-à-dire que tu le fais pas tout seul, on te transfère sur un grand bac à douche, on t'amène dans les douches, on te lave, tu reviens, on te sèche, on t'habille. S'habiller, quand tu fais 1m95 quasiment comme moi, que tu peux pas bouger, ça prend du temps d'habiller quelqu'un comme ça. C'est pas une petite poupée. Tout ça, ça prend du temps. Et puis une fois que c'est fait, voilà, t'as une séance de rééducation le matin, l'après-midi. Au bout de certains temps, t'as aussi des rééducations dans l'eau, en piscine. Et là, rebelote, faut se changer, se mettre en maillot de bain, se rhabiller. Tout prend beaucoup plus de temps. Et puis après, t'as quelques moments de vie, quoi. Donc, tu galères devant la télé. Puis quand t'arrives au moins à être autonome dans ton fauteuil un peu plus tard, tu galères avec tes potes dehors ou dans la salle fumeur. Et puis c'est là que tu réapprends à vivre un peu avec les autres, quoi. On le voit dans le film, il y a 2 personnages. C'est le personnage de Toussaint, ça c'est son prénom dans le film, même s'il s'appelait pas comme ça en vrai. Et puis Farid, lui, il s'appelait vraiment comme ça, Farid, parce que Farid, j'ai toujours des nouvelles de lui, donc lui, il m'a donné l'autorisation d'utiliser son vrai prénom dans le livre et dans le film. Mais voilà, Toussaint et Farid, 2 mecs, avec qui j'ai réappris à être avec d'autres, à être avec des potes. Farid, lui, il était en fauteuil depuis l'âge de 4 ans, donc il avait plein de trucs à nous apprendre. Et puis Toussaint, lui, il avait eu son accident 6 mois avant moi, donc lui aussi, il avait un peu d'avance dans le fait d'apprendre à vivre avec ça, sauf que lui, il progressait pas du tout, donc c'était compliqué. Donc ouais, c'est ces 2 personnages-là que j'ai essayé de rendre hommage, en tout cas, dans le film. J'avais plein de potes du basket ou de la fac, parce que j'étais en STAPS. Donc voilà, tous mes potes, ils étaient là hyper souvent. J'étais hyper bien entouré. Ils faisaient des relais pour essayer de venir me rendre visite régulièrement. On m'avait offert un petit poste CD, une petite boule mini Ghetto Blaster là où on mettait de la musique. Alors au début, je pouvais pas la mettre tout seul. J'avais pas d'autonomie au niveau des membres supérieurs pour mettre un disque, mais bon, on demandait aux aides-soignants. Et après, quand j'ai pu le faire, ouais, forcément, quand tu galères beaucoup dans ta chambre, des fois, ça fait du bien d'éteindre la télé juste pour mettre de la musique. Il y avait un mec dans ma chambre qui aimait bien ça aussi, donc ouais, il y a eu beaucoup de rap français dans cette chambre. C'est donc ça nos vies. 20 ans déjà, c'est le SAMU dans le bloc opératoire. On t'annonce que tu ne marcheras plus. J'ai eu mon accident 15 jours avant mes 20 ans. J'ai fêté mes 20 ans en réanimation. Je le souhaite pas à beaucoup de monde. C'est un truc tellement progressif. Avant de vraiment tenir debout et de faire quelques pas, c'est pas du tout une sensation agréable. C'est hyper fatigant et la tête qui tourne. Donc ça, c'est encore plutôt 9 mois. Et puis une petite année vraiment avant de retrouver une certaine autonomie qui fait que je peux me lever tout seul d'une position assise et marcher avec des béquilles. La médecin en chef, t'as des points réguliers avec elle, je sais pas, 1 fois par mois, où on voit un peu l'état des lieux, les progressions, les trucs.
Et moi, contrairement à mes petits camarades de mon étage, j'étais le seul à retrouver des mouvements dans les doigts, dans une jambe. Donc moi, je pensais vraiment que ça allait mettre le temps, mais que j'allais tout retrouver. Et au bout de quelques mois, ça doit être un truc assez travaillé dans le corps médical. Ils se disent, bon, c'est peut-être le moment pour lui d'entrevoir la vérité. Et donc, bon, elle avait décidé que c'était aujourd'hui. Et comme on le voit dans le film, elle me dit, bon, voilà, il va falloir arrêter de trop rêver. Les personnes handicapées peuvent très bien faire du sport, vous pourrez trouver des trucs, mais en tout cas, le sport, comme vous le pratiquiez avant, le basket, qui plus est, à un bon niveau, là, faut plus y compter, quoi. Donc, évidemment, je me le mange de manière très sévère. Cette nouvelle-là, elle est horrible. C'est un monde qui s'effondre. Et en même temps, je crois que il y a une espèce d'instinct de survie qui fait que j'y crois pas complètement. Parce que c'est tôt, hein. Au bout de 6 mois, c'est trop tôt pour qu'on me dise ça. Moi, je pense qu'elle me l'avait annoncé trop tôt. Mais tu te manges vraiment une claque immense. Et je me rappelle, je suis rentré dans ma chambre, j'étais effondré. Mais quelque part, je pense que dès le lendemain, je me suis dit, c'est pas sûr, elle se trompe. Moi, je vais y arriver. Et donc, du coup, l'espoir, il est quand même là et il t'aide à continuer de te battre en rééducation, quoi. Je suis sorti à 21 ans. Je suis sorti de centre, c'est ça, 1 an après. T'es très content de sortir parce que ça fait 1 an que t'es là et que t'as envie de revivre une vie normale. Et en même temps, ça fait peur. Ça fait très peur parce que tu sais que dans un centre de rééducation, tout est adapté pour toi. Le rythme, les pièces, les lits, les douches, tout est adapté pour les personnes handicapées. Et là, tu te rends compte que tu vas être lâché dans la vraie vie, quoi, et que dans la vraie vie, ça va très très vite, et que les gens, ils t'attendent pas, et c'est pas organisé. Et là, bien placé pour dire que la vraie vie, et notamment en France, c'est pas du tout adapté pour les personnes handicapées. Donc voilà, c'est un mélange d'enthousiasme et d'appréhension au moment de sortir. Alors au départ, je marchais avec 2 béquilles, puis j'ai réussi à en lâcher une. Ce qui est très important pour l'autonomie. Quand tu as une main de libre pour serrer des mains, pour ouvrir des poignets, pour tenir un sac, ça change tout d'avoir une main de libre. Donc c'était important de lâcher une béquille. Mais en gros, voilà, c'est ça. Je suis parfaitement autonome dans tous les gestes du quotidien. Et ça, c'est la première victoire. Je conduis ma voiture. Je vais prendre le train tout seul s'il faut. Je tiens des sacs, je tire des valises. Je suis complètement autonome. Mais je marche très mal et je fais ça à mon rythme. Et voilà. Je suis quand même sorti de centre le week-end, de temps en temps dans l'année qui a précédé ma sortie. Donc là, le week-end, je sortais en fauteuil roulant. Des fois, ma famille, mes potes, ils m'amenaient un peu dans la rue. Et là, ouais, ça fait bizarre. Surtout quand à la base, t'es sportif, costaud et tout. Là, le regard des autres qui regardent une personne handicapée, ce mot-là, le mot handicapé, il est dur à accepter. J'ai mis du temps. Hein. Pour moi, j'étais pas handicapé. J'étais, je sais pas, moi, en convalescence, en reconstruction, tout ce que tu veux. Mais j'étais pas une personne handicapée. Tu mets un peu de temps à l'accepter, ce mot-là. Quand je suis sorti de centre de rééducation au bout d'1 an, je suis allé chez moi. J'étais content d'être chez moi, de m'asseoir à table avec mes parents. Et pendant longtemps, être assis à table avec tes parents ou des potes et avoir un bon steak dans l'assiette, c'est presque un rêve en fait. Moi, je me rappelle d'être en réanimation et de me dire, putain, le jour où je serai assis à table normalement à bouffer avec ma famille, déjà, ce sera une victoire. Donc, ça a mis des mois à arriver à cette victoire-là. Donc, forcément, quand tu as un accident qui te laisse tétraplégique, c'est-à-dire paralysé des 4 membres, des bras et des jambes, si ma passion c'était la compta, j'aurais pu garder la même passion. Mais quand ta passion c'est le sport, que tu te destines ou à être basketteur, ou en tout cas être prof de sport, ou en tout cas faire du sport, là forcément, faut revoir un peu tes plans. Merci d'avoir écouté ce 2e épisode de Destin. Destin est un podcast énergie imaginé par Sarah Conan. Cet épisode a été réalisé par Cédric Ledoré. Rédaction en chef et interview, Anaïs Kopman. Production, Anne-Cécile Kiry, assistée de Marie Carrette. À bientôt pour un nouvel épisode.